Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La petite Laure a été retrouvée saine et sauve ce matin. Tous ses ravisseurs sont sous les verrous, et parmi eux figurait le propre oncle de la petite fille, le jeune frère de sa mère. Tel est le premier titre de ce journal. Les autres titres, rapidement maintenant. En France, les jeunes ménages vont bénéficier d'une aide qui devrait faciliter leur installation. Je vous parlerai aussi tout à l'heure d'un important rapport qui fait le point de l'aide sociale à l'enfance. À l'Assemblée nationale, poursuite du débat budgétaire, discussion aujourd'hui des budgets des affaires étrangères, du logement et du tourisme. Social, enfin, poursuite de la grève de la SNCF. Manifestation à Paris de fonctionnaires, manifestation aussi des mineurs de potasse d'Alsace et des bouchers parisiens. Enfin, dernier titre du journal, Julien Green succède à François Mauriac à l'Académie française. Nous reviendrons donc dans quelques instants sur tous ces titres. Mais je voudrais d'abord vous donner cette nouvelle que nous avons apprise un peu après 10 heures ce matin, une nouvelle banale comme nous en apprenons tous les jours. Un avion étendard 4 de la base aéronavale de Landivisiau s'est écrasé en mer au large de Granville. C'était la nuit dernière vers 22h45. Le pilote n'a pas actionné, son siège est éjectable. Il n'y a donc pratiquement plus d'espoir maintenant de le retrouver vivant. Or, ce pilote, vous le connaissiez, nous le connaissions, il s'appelait Roland Denick. Il avait 26 ans. Au mois de mai dernier, j'avais vécu plusieurs jours avec lui. Nous réalisions alors, avec son concours, un reportage sur la vie des pilotes de l'aéronavale. Ce reportage, vous l'avez peut-être vu dans le magazine Le Troisième Œil du mois de juin dernier, souvenez-vous. Quel est votre métier? Je suis marin. Se préparer pour partir en mission. Une mission de routine, c'était son métier. Il n'avait certainement pas conscience de faire quelque chose d'extraordinaire. Normalement, on doit se présenter en salle d'alerte 2 heures avant un vol. Pareil pour le briefing, 1 heure avant, en tenue de vol. Tout à bord est très minuté. On sait que 20 minutes avant, on appelle les pilotes aux avions. On est catapulté généralement à leur ronde et c'est très strict au point de vue horaire. Peur? Non. Non, personnellement, j'ai jamais eu peur. De temps en temps, je me suis rendu compte que c'était pas assez juste, mais je crois qu'on est toujours assez conscient de ce qu'on fait, surtout de ses possibilités. Des pannes, des trucs comme ça nous arrive tous. D'abord, on n'est pas seul, on a souvent quelqu'un pour vous aider. On parle à la radio, c'est très important la radio. Quand on est dans la mouise, eh ben, on aime bien entendre quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, vous mâche un peu le travail, parce que c'est vrai, le cerveau tourne assez vite à vide. Vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations difficiles? Ça m'est arrivé, ça a été très rapide. Je vais vous raconter une, par exemple, une fois on faisait un assaut en Corse, et on avait un pont, et il y avait juste derrière le pont, il y avait un tunnel à attaquer, parce qu'on fait des attaques simulées sur des objectifs qui sont reconnus et qu'on a le droit d'attaquer, de survoler. Et il y avait pas mal d'avions, il y avait une escorte de crusaders, et il y avait 8 étendards, je pense. Et on a piqué, j'étais le numéro 2, et je me suis laissé aller dans mon piqué, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé l'objectif tout de suite. En le cherchant, ça descendait toujours, en plus on s'accélère, et quand on tire, normalement on a 450 nœuds. Ça fait 800 km/h et des briquettes. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il fallait que je fasse ma ressource. Il y a même un gars qui était derrière, qui a la radio, m'a dit 2 ressources, et il était temps, effectivement. Là, j'ai tout de suite vu, en faisant ma ressource, que ça passait, mais j'ai remonté la montagne, vraiment, l'autre flanc de la montagne, paf, ça s'est ressorti comme ça. Et après coup, alors en remontant en altitude, je me suis dit, ça aurait été trop bête de rester pour un entraînement sur une crête de Corse. Et vous voyez, ça se passe très rapidement, et puis maintenant, je me ferai plus piéger. C'était Roland Denick, un pilote de l'aéronavale. Il est mort en faisant son métier. 24 heures après son enlèvement, la petite Laure Blakojevic a retrouvé ses parents.
C'est le temps, 24 heures, le temps qu'il a fallu aux hommes du commissaire Bouvier pour retrouver et arrêter ces ravisseurs, des ravisseurs au nombre desquels se trouvait le propre oncle de la petite fille, le frère de sa mère. Il était 12h20 lorsque le commissaire Bouvier ramenait l'enfant au domicile de ses parents. On imagine leur joie, mais Madame Blagojevic ne savait pas encore que l'un des ravisseurs de sa fille Laure était son propre frère. Quel jouet on t'avait donné, Laure? Quel jouet t'avait donné? J'ai eu un petit canard et des crayons pour écrire. Là, regarde. Tu t'inquiétais de savoir où étaient ton papa et ta maman? Oui, ils étaient là. Madame, monsieur, nous comprenons l'angoisse dans laquelle vous vous êtes trouvé plongé pendant près de 48 heures. Comment cela s'est passé? Monsieur, je crois qu'avant tout, je dois exprimer ma plus profonde gratitude pour l'extraordinaire efficacité de la brigade criminelle conduite par monsieur le commissaire Bouvier. Car je crois que jusqu'à présent, on n'a pas vu de pareil cas, que dans les 25 heures après le rapt, que le ravisseur soit arrêté, l'enfant restitué en bonne santé, en vie et bonne santé, et sans rançon. C'est extraordinaire. Est-ce que la vie de Laure a été en danger à un moment quelconque? Elle était certainement en danger puisque Rose, bleu. dès le premier coup de téléphone par lequel on nous demandait la rançon, on m'a indiqué la route à suivre et on a précisé que la moindre erreur de ma part dans la conduite causera la mort immédiate de l'enfant. Quand avez-vous su que votre enfant était retrouvé? Comment? Je l'ai su à midi, aux environs de midi 20. Je l'ai su au moment, 2 minutes avant qu'on nous la ramène, donc ça s'est fait presque en même temps. Quel était votre sentiment? Ma Oh, boule. c'est indescriptible. Quels sont les enseignements, les leçons que l'on peut tirer après les moments que vous venez de vivre? Personne n'est en sécurité. C'est vraiment incroyable à dire, mais incompréhensible qu'à 9 h du matin, on peut ravir un enfant devant tout le monde. C'est ici, dans cette chambre de service au numéro 7 de la rue Terrasse, que Laure a passé les longues heures de sa séquestration. Et c'est ici que, ce matin, le commissaire Bouvier, après une enquête ultra rapide, a retrouvé Laure en compagnie de 2 de ses ravisseurs. Nous avons pu monter dans les étages, et faisant exercer aux alentours une surveillance, car il était possible que les ravisseurs soient partis à l'extérieur pour rentrer en contact avec les parents. Et effectivement, l'un d'eux, Kier Midi, avait pris contact à 12h15 avec le père de l'enfant, et pendant le temps que nous intervenions dans la chambre de bonne. Là, nous avons pu pénétrer très rapidement dans cette chambre, qui est d'ailleurs de dimension, disons, très réduite, et nous avons trouvé la petite fille qui était là, debout, en train de jouer. À côté d'elle se trouvaient 2 hommes qui, d'ailleurs, nous avaient ouvert, et nous avons pu procéder à leur interpellation. Ce sont des jeunes gens qui paraissent des jeunes gens désaxés, un peu, fréquentant les quartiers de Saint-Germain-des-Prés, fréquentant des établissements nocturnes, et qui, évidemment, sont, quand on examine leur vie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas réellement de domicile fixe, pas d'emploi vraiment fixe, et on peut dire même qu'ils touchent un milieu très spécial. Si vous avez l'intention de vous marier, vous aurez maintenant la possibilité d'emprunter à l'État 5 000 francs pour acheter votre réfrigérateur, votre machine à laver ou votre cuisinière. C'est là une des mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de la Santé, M. Foyer, et elles font partie d'un ensemble qui va permettre aux jeunes ménages de bénéficier d'une aide importante pour faciliter leur installation. C'est un ensemble de crédits important puisqu'il s'élève à 290 millions de francs qui seront prêtés aux jeunes ménages sans intérêt.
3 prêts principaux leur sont offerts. Un prêt de 5 000 francs pour l'acquisition de mobilier et d'équipements ménagers, qu'il s'agisse de meubles ou d'appareils divers. Ce prêt sera remboursable en 4 ans. Un autre prêt pour faire face aux frais entraînés par la location d'un logement, il pourra aider à aménager le logement choisi, le peindre ou améliorer les sanitaires. Il équivaudra à 3 mois de loyer et sera au maximum de 1 500 francs. Ce prêt sera remboursable en 15 mensualités à partir du 4e mois. Enfin, un prêt de 5 000 francs pour accès à la propriété. Le remboursement pourra se faire en 100 mensualités. Une remise de dette sera consentie de 15% à la naissance d'un premier enfant, de 25% à la naissance d'un deuxième enfant. Pour obtenir ces prêts, les jeunes gens devront être mariés depuis moins de 2 ans. Ils pourront s'adresser à la caisse d'allocation familiale. Ils pourront en faire la demande dès la publication des bans de leur mariage. En même temps que ces mesures, le ministre a rendu public un important rapport qui fait le point de l'aide sociale à l'enfance. 700 000 enfants sont actuellement pris en charge et 2,5 milliards de francs sont consacrés à l'aide sociale à l'enfance. Un exemple des réalisations de cette aide, ce foyer qu'a visité pour nous Christiane Delacroix. Oui, ils semblent gais et épanouis. Et pourtant, dès leur plus jeune âge, ils ont connu des drames familiaux qui les ont obligés à rentrer dans un foyer d'aide à l'enfance, où ils sont arrivés un jour de plein désarroi. Là, ils vivent avec une certaine liberté dans des pavillons par groupe de 15, sous la responsabilité d'une éducatrice, et ils essaient bien sûr de rattraper l'inévitable retard scolaire. Moi, je continue. Continue, oui. Vas-y. Alors, celle-là, elle fait combien, alors? Il en faut 11. Attention de ne pas casser le carton. Vas-y. Vous êtes monitrice d'un pavillon d'adolescents, c'est dire que vous avez un contact permanent avec eux. Oui, c'est-à-dire que nous essayons de recréer au maximum une ambiance familiale dans ce pavillon qui est la maison des enfants. On colle là. Dis donc, Bruno. Tu vois, il faut bien qu'elle soit bien consolidée. Oh non! Ces enfants qui ont été recueillis dans ce foyer ont tous connu des drames familiaux. Oui, et notre rôle consiste à être en mesure, à toute heure du jour, de la nuit, dimanche et jour de fête, de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Il y a les enfants dont les familles se trouvent brusquement en difficulté pour des raisons médicales, les enfants de parents hospitalisés, mais aussi les enfants dont les parents sont atteints de malaises, disons psychologiques ou sociaux. Enfants dont les parents ne s'entendent plus. Éthylisme de l'un ou l'autre, problèmes matériels, chômage, difficultés d'insertion dans le monde du travail, etc. Combien de temps peuvent-ils rester ici? Ces enfants restent un temps variable. Ce qui est important pour nous, c'est de les accueillir dans de bonnes conditions, parce qu'ils nous arrivent évidemment très malheureux et démunis, puisqu'ils ont été brusquement non seulement coupés de leur famille, mais aussi coupés d'un quartier qu'ils connaissaient, de leur école et de tous les gens avec qui ils vivaient. Et tout d'un coup, il n'y a plus que l'aide à l'enfance, et nous représentons un petit peu la société qu'ils considèrent souvent à l'arrivée comme cruelle. Le premier secrétaire du Parti socialiste, M. François Mitterrand, s'entretenait cet après-midi avec les journalistes. Il a repris les grands thèmes du programme commun de la gauche. Selon lui, ce programme doit provoquer la grande réconciliation des masses. C'est, dit-il, un cri d'amour pour la liberté, c'est la seule chance de la France. À l'Assemblée nationale, poursuite de l'examen du budget 1973, les députés ont adopté cet après-midi le budget des Affaires étrangères. Ils examinaient ensuite les crédits du ministère du Logement. Ce soir, en soirée, ils vont aborder la discussion du budget du ministère du Tourisme. À l'inverse de ces auberges espagnoles où le voyageur ne trouvait, dit-on, que ce qu'il apportait, soit dit en passant, c'était bien sûr avant la découverte de la Costa Brava, le budget du tourisme comprend surtout ce qu'on n'y porte pas, qu'on en juge. Les chapitres Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Corse, montagne, littoral et espace rural sont comptabilisés dans d'autres budgets selon les ministères intéressés. Et cela pour un total de 199 millions, alors que le budget propre du commissariat au tourisme se situe au voisinage des 47 millions.
en augmentation de 10% par rapport à 72. Ces deux chiffres illustrent assez bien la notion de tourisme qui n'est claire et nette qu'en apparence. Certes, la matière première est de la plus grande simplicité, qu'il s'agisse de montagnes ou de plaines, de sable ou de rochers, d'eau douce ou salée. La difficulté commence lorsque le touriste entend l'utiliser. Alors interviennent ce que l'on est désormais convenu d'appeler les infrastructures. Des ports de plaisance aux remonts de pente, des terrains de camping au parking, des pensions de famille aux hôtels à étoiles. À noter à ce propos que 340 millions du Fonds de développement aideront en priorité en 1973 les hôtels modestes et les villages de vacances. Les prêts à l'hôtellerie de luxe étant diminués en proportion. Autre ambivalence du tourisme, il ne concerne pas seulement les loisirs des Français, mais aussi ces vacanciers porteurs de devises que l'on s'efforce d'attirer de l'étranger. Quand on a énuméré ces divers paramètres, on a l'essentiel du budget 73, qui prévoit 1,15 million pour accélérer l'effort de propagande à l'étranger, plus 7%, près de 11 millions pour les équipements de tourisme social, plus 13%, 15 millions pour les équipements collectifs, en particulier ports de plaisance et remontées mécaniques. Rappelons à ce propos, bien que cela ne soit pas inscrit au budget, que la neige tombe depuis 4 jours sur les pistes des Alpes et des Pyrénées. Quittons le tourisme pour revenir à des considérations plus terre à terre. Hélas, troisième jour de grève tournante à la SNCF, c'est le réseau du Sud-Est qui était touché aujourd'hui par le mouvement. Un train sur 4 environ a circulé sur les grandes lignes, un train sur 4 sur les lignes de banlieue également. Demain, ce seront les réseaux du Nord et de l'Est qui seront touchés par la grève. À Paris, les syndicats CGT et CFDT des services communaux et de santé avaient appelé leurs adhérents à manifester aujourd'hui de la Bastille à l'Hôtel de Ville. Ils étaient venus plusieurs milliers ce matin à 10 h pour défiler par un temps glacial sous la pluie et la grêle entre la Bastille et l'Hôtel de Ville. Cette manifestation, qui recoupait les fonctionnaires des services de santé et des services communaux, se situait dans le cadre des mouvements de grève de ces 2 derniers jours. Venus par quart des communes de la banlieue, en raison des grèves de la SNCF, ils ont voulu faire valoir leurs revendications, qui portent sur une revalorisation des salaires de 12%, qui se décompte ainsi 9% pour le maintien des salaires et 3% d'augmentation du pouvoir d'achat. Manifestation corporatiste aussi, le personnel de santé demande de meilleures conditions de travail et des effectifs plus nombreux. Le personnel communal demande, lui, une réforme de la carrière communale. D'autres manifestations se sont déroulées dans certaines grandes villes en France. Autre manifestation, aujourd'hui, celle des mineurs des potasses d'Alsace. Venus de Mulhouse ce matin par train spécial, 1 millier de mineurs, au cri de « Nous voulons négocier », ont traversé Paris de la gare de l'Est jusqu'à l'hôtel Matignon. En tête marchaient les représentants des syndicats, entourés des élus des municipalités du bassin potassique. Rappelons que le conflit dure depuis 4 semaines et concerne 8500 mineurs. À l'origine, une question de salaire et le refus du contrat pour l'année 72. En face, la direction qui met en avant le déficit que connaît actuellement l'entreprise. Donc, situation dans l'impasse qui explique le voyage des mineurs à Paris, venus demander au gouvernement de débloquer les négociations avec la direction de cette entreprise nationalisée. Après 2 heures de marche à travers Paris, une délégation de 10 personnes était reçue par un conseiller du Premier ministre. Au bout d'1 heure, les délégués syndicaux annonçaient qu'ils avaient eu la promesse que les négociations reprendraient et que la direction de Mulhouse aura pouvoir de négocier. Les mineurs se sont ensuite dispersés pour reprendre le train vers 19 h. À Paris également, les jeunesses communistes avaient organisé une manifestation pour protester contre la guerre au Vietnam. Elle s'est déroulée dans le calme, elle s'est déroulée avenue de la République. Une dépêche qui est parvenue il y a un petit peu plus d'une demi-heure nous apprend que les États-Unis sont prêts à ouvrir avec Cuba, à ouvrir sans délai des négociations sur le problème de la piraterie aérienne. Et M. Rogers est prêt
à répondre, à envoyer une réponse au communiqué qui avait été publié en ce sens à la Havane mercredi, c'est-à-dire hier. Les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis, d'Allemagne fédérale, du Canada et des pays du Benelux ont remis aujourd'hui à l'URSS une note proposant l'ouverture de conversations devant aboutir à une réduction mutuelle et équilibrée des troupes en Europe. Cette révélation a été faite aujourd'hui par le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Walter Scheel. Mais en Allemagne, on se passionne surtout pour les élections législatives de dimanche prochain. Hier soir, un débat télévisé opposait les leaders des grandes tendances politiques, parmi lesquels, bien entendu, le chancelier Brandt et M. Barzel. Et à propos de l'Allemagne, M. Pompidou s'est félicité aujourd'hui, en recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Allemagne fédérale, il s'est félicité de la conclusion du traité entre les deux Allemagnes, un traité fondamental, a-t-il dit, qui sanctionne la politique courageuse engagée par le gouvernement du chancelier Brandt et qui ouvre des possibilités nouvelles pour l'entente et la coopération entre tous les pays d'Europe. Nous revenons en France. En effet, un camion transportant 22 tonnes d'un produit chimique particulièrement nocif, le crézol, s'est renversé ce matin dans un fossé. Et sa cargaison s'est répandue dans une rivière, s'est répandue dans l'Orne, polluant ainsi complètement la rivière. Les habitants de la région de Caen ont reçu pour instruction de ne pas utiliser jusqu'à nouvel ordre l'eau de la rivière. Un reportage à ce propos de notre station régionale de Caen. 6h moins le quart ce matin que tout a commencé. Un camion-citerne chargé de 22 tonnes de crézol à bord de la descente à l'entrée de Thury-Harcourt. Au bas de cette descente, un virage à gauche assez dangereux. Et puis soudain, c'est l'accident. Le camion quitte la route et s'écrase 10 mètres plus bas. Depuis ce matin, 17 tonnes de méta et de paracrézol se sont mélangées aux eaux de l'Orne. Et déjà, des centaines de poissons sont morts. Dès l'annonce de l'accident, le plan de sécurité préparé pour la circonstance a été mis en œuvre. Et nous avons demandé à M. Pietri, directeur de cabinet à la préfecture, de nous faire le point de la situation. Je peux vous dire qu'actuellement, compte tenu des comptages qui ont été faits, des sondages, cette pollution arriverait sur Caen vers les 21h. En tout état de cause, des sondages sont faits toutes les demi-heures. Et la population est avertie de ne pas avoir à utiliser cette eau. Alors quelles sont les solutions que vous avez envisagées pour nettoyer le fleuve? Pour nettoyer le fleuve, plusieurs solutions. Il y a une solution qui est aux mains des chimistes, qui permettrait, en introduisant un produit nouveau, de former un précipité et à ce moment-là de pouvoir nettoyer la rivière, l'Orne, ou bien par le jeu des écluses, de vider totalement l'Orne et de faire en sorte que l'eau redevienne normale. Eh bien, je viens d'apprendre que c'est la deuxième solution qui a été retenue. On va augmenter la vitesse du courant grâce aux écluses. Un mot de sport, la France affrontait l'Irlande. Hier soir, c'était une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. La France a été battue par le score de 2-1. Ce soir, à partir de 22h45, vous pourrez voir de larges extraits de cette rencontre sur cette même première chaîne. Il y a 6 ans, François Mauriac disait à Julien Green « Vous, je vous vois bien à l'Académie française ». Aujourd'hui, Julien Green était reçu à l'Académie française. Il y occupe le fauteuil de François Mauriac. Maître, comment vous sentez-vous dans cet habit? Pas très à l'aise, mais je m'y ferai, sans doute. Un petit peu raide. Oui, vous êtes un écrivain pudique. Vous êtes un écrivain pudique, très discret. Alors on se demande si ça vous plaît. Toutes ces choses sont un peu illusoires, l'épée, la bille. Non, non, ça me fait plaisir. Tout de même, je suis content. Je suis très heureux, tout de même. Mais j'ai l'impression d'être dans une carapace. C'est un petit peu gênant pour les mouvements. Est-ce que vous avez relu François Mauriac? On a une vue un peu différente de l'écrivain. Je le lis comme on l'a rarement lu, c'est-à-dire je prends du début à la fin, alors il y a tout un chemin que je peux suivre avec lui, comprenez-vous? C'est intéressant. Je veux dire, c'est intéressant de faire ce voyage qu'il a fait, de le refaire avec lui depuis son enfance, ou entre sa prime jeunesse, mettons, jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages des Mémoires intérieures et de ce roman qu'il a écrit. On est à moins d'un quart d'heure de votre réception, alors est-ce que vous êtes vraiment ému? Est-ce que vous avez le trac? Oh non, je n'ai pas le trac.
Je ne sais pas ce que c'est que le trac. François Mauriac me disait un jour, voilà 5 ou 6 ans, « Je vous vois à l'Académie ». À quoi je répondis, incrédule, « Je ne savais pas que vous aviez des visions ». L'air grave dont il me considéra et le silence qui suivit furent comme un muet reproche et je regrettai aussitôt la frivolité de ma repartie. Vous aurez d'autres informations vers 23h30. C'est à cette heure-là, en effet, que François Bodemain viendra vous présenter 24 heures dernière. En attendant, toute l'équipe de 24 heures sur la Une se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.